Donc, bienvenue. Je m'attendais pas à ce que ça démarre comme ça. Donc, merci. Je suis assez honoré de vous partager. En fait, le pilotage dynamique, depuis que je l'ai rencontré, c'est un peu une passion pour moi. C'est un truc qui m'anime et qui m'anime jusque dans ma matière. Et ce webinaire, l'idée de ce webinaire est née pas très loin d'Aix-en-Provence, puisque j'accompagnais une usine, une grande usine de semi-conducteurs à Aix-en-Provence. Et c'est en leur partageant ces grilles de lecture-là qu'ils m'ont dit, mais en fait, tu as réussi à nous montrer l'implicite de notre organisation, on n'avait jamais vu ça. Et c'est exactement ça qu'on a besoin de travailler. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, je ne peux pas rester comme ça, parce que je cherchais à acculturer quand même les gens à cette idée-là. Voilà. Du coup, je vais me présenter. Moi, je suis Vincent Cabane, je suis fondateur du Mouvement et des Hommes, et moi, je me qualifie comme un pédagogue de la mise en mouvement du système humain. Pourquoi le mouvement? Parce que je ne le savais pas, mais j'ai toujours vu les systèmes humains sous forme de mouvement, que ce soit individuel ou collectif, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient physiques, qu'ils soient… même pour moi, les flux d'informations dans la gouvernance sont un mouvement. Ouais. Et pourquoi pédagogue? Parce que j'aime, je crois que le plus gros truc, c'est quand un client me rappelle 3 mois après ou 1 an après en me disant hey, « on a réutilisé tes outils ». Et en fait, on s'en est sorti. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'expérience avec certains clients qui, à l'entrée en confinement, ont revisité leur gouvernance basée sur ces principes-là. Et moi, je les avais lâchés depuis 6 mois. Voilà. Donc, peut-être me présenter. Moi, je suis ingénieur temps réel et système. Donc, avant, je faisais ça avec des petites boîtes sur avion. Et maintenant, je fais ça avec des êtres humains. Et je trouve ça vachement plus… Voilà, c'est plus complexe, mais j'aime ça. J'ai travaillé, donc moi, en particulier, donc j'ai travaillé dans les secteurs de bureau d'études support client et après, j'ai fait 8 ans de transformation culturelle, managériale et stratégique chez Airbus, où j'ai été en charge de l'engagement pendant 6 ans des salariés français. J'ai beaucoup travaillé sur la culture du feedback, sur l'incarnation du modèle de leadership, sur des choses qui peuvent des fois apparaître un peu comme bullshit en entreprise. Et moi, ce qui m'importait, c'était que les gens en sortie disent « Ah ouais, mais en fait, c'est intéressant, quoi. Ça nous fait un truc et ça nous met en mouvement. » Et puis après, j'ai bougé, j'ai rencontré les outils dont je vais vous parler aujourd'hui et j'ai bougé vers de l'accompagnement de transformation stratégique et culturelle, du coaching d'organisation, toujours chez Airbus, avant de quitter Airbus grâce à la pandémie de Covid. Peut-être pour me connaître, moi, ce qui me passionne, c'est l'action des individus et des collectifs. J'ai joué 20 ans au rugby. Il y a un miracle, en fait, dans ça, mais je crois qu'on est tous attirés par ce truc-là. Et pour moi, une action, et depuis que je suis tout petit dans le monde professionnel, il y a un truc qui m'attire, c'est le sens, au sens signification, direction, mais aussi perception. D'accord? On va le voir après. C'est l'écologie pour les acteurs. Je ne supporte pas le bullshit qui abîme les gens qui produisent l'action ou qui la consomment. Et c'est l'efficacité parce que c'est dans ma matière. Je crois que j'ai besoin que les choses avancent. J'ai besoin, voilà. Et des fois, d'ailleurs, ça donne un petit peu d'inconfort, cette part qui veut être efficace et qui veut du sens. Donc voilà pour expliquer qui je suis et peut-être pour vous poser la problématique. À mesure que j'avançais avec ce que je vais vous présenter, avec le paradigme d'Ariane, pour moi, les organisations et les individus sont comme ce surfeur. C'est-à-dire qu'ils sont mus par une aspiration individuelle assez singulière, d'accord? Ils doivent faire avec les éléments extérieurs, le contexte. Alors, pour le surfeur, c'est quand même… Lui, il est en plein VUCA, quoi, hein, même s'il s'éclate beaucoup. Voilà, c'est mouvant, c'est incertain. Voilà. Et ils doivent faire avec leur réalité intérieure, qu'elle soit corporelle et psychologique. Et en entreprise, on va faire avec les réalités intérieures, que ce soit celle des projets, que ce soit celle des équipes, mais aussi avec les réalités intérieures des gens, qu'elles soient corporelles et psychologiques. On va faire avec ça. On va le voir après. Et en fait, moi, ce qui m'est apparu assez rapidement, c'est que dans les transformations, se rajoutait une dimension de temps et avec une grande question qui était comment réconcilier le temps long et le temps court. Je vous l'ai dit, j'ai été chez Airbus. Le dirigeant chez Airbus qui veut transformer, le temps long, s'en fout. Il faut que le changement il soit arrivé en temps réel. Donc, ça crée une grande linéarité dans la transformation, d'accord, avec un rapport au temps
et un rapport au temps dans l'action que moi je trouvais discutable. Et en fait, la réponse que j'ai trouvée à ça, c'était le pilotage dynamique. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'elle permettait simultanément de concilier efficacité, écologie personnelle, et ça, c'est un de mes clients qui me l'a fait rajouter récemment, expérience épanouissante. Voire même des choses où les gens finissent par aimer changer. Et aimer, ouais, voilà, évoluer, ça devient un truc chouette en fait. Ouais, il y a une forme de piment. Donc c'est ça que m'a apporté ce que je vais vous présenter. Donc, je voudrais vous présenter rapidement le paradigme d'Ariane, dont le motto est vers une écologie de l'action. Alors, je pourrais vous en parler des heures parce qu'Olivier et Maryse de Ronceret sont des gens qui sont encore vivants, qui sont du côté de Toulouse. Et en gros, c'est la synthèse de leur chemin de vie. Pour vous dire, c'est la synthèse de 2 ans où Olivier de Ronceret, qui a maintenant plus de 90 ans, est parti vivre en Inde sans argent et sans papier. Et donc, il a vécu la complexité et comme c'est quelqu'un qui a un génie à modéliser, il a modélisé cette expérience. Voilà. C'est grandement inspiré des travaux de Gregory Bateson, qui est un anthropologue qui est un des fondateurs de Palo Alto, qui a inspiré en particulier le modèle de Dilt. Gregory Bateson parlait, lui, d'écologie de l'esprit. Voilà. Et ça a été créé en collaboration avec des physiciens quantiques parce qu'en fait, il avait compris qu'il y avait une notion de linéarité du temps qui était un leurre. Et en fait, il est allé chercher cette dame qui s'appelle Miyohara Schachter, voilà, pour aller voir comment est-ce que dans le pilotage des organisations des projets, on pouvait s'affranchir de la notion de linéarité. Et ils en ont extrait 4 navigateurs dans la complexité. Je vais surtout vous en montrer 2 aujourd'hui. Voilà. Et moi, je suis passionné par tout ce qu'ils ont pu en faire. Voilà, du coup, la proposition pour aujourd'hui, c'est partager des clés de lecture qui permettent le pilotage dynamique des organisations et des individus. C'est partager une méthode qui va permettre aussi d'objectiver le dialogue entre dimensions parfois cloisonnées. Et c'est une méthode d'ingénierie de transformation. Je l'ai découvert en particulier dans les derniers accompagnements que j'ai faits. Et puis, pour vous donner le contexte, c'est que moi, j'ai l'intention d'acculturer au pilotage dynamique et au paradigme d'Ariane parce que je trouve qu'il est trop méconnu aujourd'hui dans le domaine de la transformation. Et j'ai aussi en tête, on a une formation qui va du 11 au 14 juillet. Voilà, donc en fait, c'est ces deux choses qui nous ont fait, qui m'ont fait créer ce webinaire. Du coup, les principes de base, je vais faire simple. En fait, ils sont partis d'une chose qui est que dans le vivant, il y a 4 formes de mouvement. Vous voyez ? Donc, si je prends A et C, si je prends les points communs de A et C, A et C sont 2 courbes qui sont plutôt décroissantes. D'accord ? Sauf que la différence, c'est que A va précéder un point bas et C va suivre un point haut. Donc, on peut se dire que A, c'est une phase de gestation, d'accord ? Une phase où souvent, c'est une phase d'investissement, une phase où je vais souvent travailler un peu dans l'invisible. Ça va peut-être être l'hiver, vous voyez, aujourd'hui qu'on a un réchauffement climatique, quand on manque d'hiver, on a un problème, on le voit en ce moment. Là où C, elle, va être une phase de décroissance et d'obsolescence. C, j'ai atteint un point haut et c'est en train de se périmer et on peut le voir un peu comme l'automne. De la même manière, j'ai B et D, avec B qui est une phase de croissance qui suit un point bas, d'accord ? D qui est une phase de croissance qui précède un point haut. On peut se dire que B, c'est probablement une phase de naissance et les premiers moments d'un projet ou d'un mouvement, d'accord ? Et D, c'est une phase de croissance qui va précéder une obsolescence. Ce qui est rigolo, c'est que, alors moi, je travaille beaucoup avec le fascia dans le corps, c'est que dans le fascia, c'est comme ça que le mouvement est organisé. C'est-à-dire que si je décide d'aller attraper mon PC, mon fascia s'est déjà organisé pour faire le pré-mouvement, il a fait la gestation, j'ai un temps de départ, voyez, je vais vous faire, j'ai un temps de départ. Et puis là, j'ai un enjeu à rester présent à un mouvement, et à un moment donné, j'ai un temps d'arrêt, et là, mon mouvement est devenu obsolescence, et je peux me poser un point d'appui, sentir où mon fascia a envie de me renvoyer. Donc, c'est exactement comme ça que dans le vivant, le mouvement est organisé.
Du coup, eh ben, partant de ces modélisations qui sont toutes assez simples, ils ont dit, bon, on va en avoir une courbe en dynamique. Donc, en fait, on va avoir une phase de gestation, une phase plutôt de naissance et de premier pas, une phase de croissance, validité, une phase d'obsolescence. Là, je suis persuadé que vous reconnaissez plein de choses. Et puis, ils en ont fait autre chose, c'est qu'ils ont dit on va les associer d'une autre manière. Et en fait, ils en ont fait un cadran. Donc, tu vas peut-être retrouver les 4 dimensions du rêve du dragon, Yvan. Ils en ont fait un cadran qui n'est pas exactement comme le rêve du dragon, mais ils disent, mais en fait, par rapport à un objectif, j'ai des choses qui sont obsolètes, qui sont périmées, qui sont plus adaptées. J'ai des choses qui sont anticipées, en gestation. D'accord? Et peut-être qu'elles y restent longtemps, d'ailleurs, anticipées ou en gestation. Voilà. Moi, je sais que je veux faire de la recherche. OK? J'ai besoin de passer une thèse. Mon projet de thèse, il est vraiment dans l'anticipé. Il y a des choses qui sont innovantes, qui sont neuves, qui sont en germe. Et il y a des choses qui sont valides, qu'on peut récolter, sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, en fait, ça va être un outil, je vous en parlerai après, qui va nous permettre de déplier le champ informationnel, de déplier le contexte et de sentir des mouvements. Du coup, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ça va ouvrir à une conscience de où j'en suis dans l'action par rapport à un sujet donné. Est-ce que je suis en phase de gestation? Est-ce que je suis en phase de naissance? Est-ce que je suis en phase de quelque chose de valide ou d'obsolescence? Il y a une chose qui est intéressante, tu le disais, Yvan, tout à l'heure, avec des gens qui sont des rêveurs, d'accord? On peut se dire qu'ils passent leur vie dans l'anticipé. On va aussi voir nos sortes d'angles morts dans l'action. C'est-à-dire que nos espaces prédominants et nos habitudes, un peu nos modes automatiques dans l'action. Moi, je vous donne un exemple. J'ai passé ma vie à essayer de faire passer de l'anticipé au valide. Il n'y avait pas d'innovant. Et j'ai même été capable, comme ça, de dire au DRH d'Airbus, non, mais je te promets, on peut piloter une organisation depuis l'intelligence du corps. Ce qui était complètement anticipé, mais alors pour lui, c'était complètement obsolète. C'était très rigolo. Ouais. Voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup servi aussi parce que quand je suis dans des phases d'innovante, de démarrage innovante, j'ai des parts qui paniquent un peu, qui voudraient déjà être dans le valide. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé à rester présent à l'action. Oui. Parce qu'en fait, cette conscience m'a amené non, mais attends, là, et donc, ça va développer la capacité à la fois simultanée de persévérance et d'adaptation. Oui. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé à ajuster ma posture et me focaliser au bon endroit dans le temps. Voilà. Donc, en fait, ce modèle, il parle de notre lien à l'action et à notre action. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une petite chose parce que ça ouvre à l'art de la navigation. En fait, on a tous envie que nos projets se déroulent comme cette courbe bleue, on est d'accord? Mais en fait, un projet, la vérité, c'est que en fait, j'ai une phase de gestation, j'ai une phase de naissance, j'ai une phase de croissance, d'accord? Et puis, j'ai une phase de mort. Et ce qu'a dit, alors je pense que c'est hérité de plein d'autres courants, mais ce que disent Olivier et Maryse de Ronceret, c'est que la raison pour laquelle les systèmes humains se cassent la figure, c'est parce que moi, j'ai vécu, d'accord? J'ai traversé cette courbe, mon contexte a évolué, d'accord? Et en fait, j'ai oublié une chose, j'ai oublié de remettre à jour le sens de mon action, ma raison d'être. Et ça, c'est un gros problème dans les organisations. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie. La raison d'être, on la fiche au démarrage, d'accord? Et on n'y retouche jamais. Voire même, on l'a fait de manière très mentale, d'accord? Et du coup, moi, j'ai assisté à des exercices d'intelligence collective pour bâtir des raisons d'être. C'était cerveau contre cerveau. Voilà. Donc, en fait, cette ligne bleue n'est absolument pas la ligne du temps, mais la raison d'être, le truc un peu magnétique qui nous tire et qui nous demande qu'à être révélé par l'expérience. Du coup, il y a deux choses qui changent. C'est que c'est notre lien au temps qui change. Le temps n'est plus ce qui me fait pression, d'accord, parce que ça défile fortement. Le temps devient l'espace qui me révèle et m'enseigne ma raison d'être. C'est génial quand même, d'accord? Et ça change aussi le lien au sens, c'est-à-dire que le sens, il n'est pas figé, il est évolutif et il peut lui aussi se périmer. Et moi, je trouve que dans mon lien à l'action, ça me fait un bien fou d'entendre ça. Oui. Et l'art de la navigation, ça va être de venir poser. Alors, les systémiciens vont appeler ça une activation. Moi qui suis somatopsychopédagogue, pour moi, c'est un point d'appui parce que je fais ça aussi dans la matière.
un autre point d'action pour redémarrer une phase de gestation, de naissance, de croissance et de créer les bonnes conditions de bifurcation. Donc, en fait, il va y avoir, on voit que là, il y a un art qui commence à émerger, qui est de sentir le moment de l'activation, à quel moment c'est opportun, et de créer, de trouver les bonnes modalités et de trouver les bons outils pour créer un point d'appui. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que pour moi, ça a créé chez moi une autre vision de la transformation, de la vie des projets, des individus. En fait, c'est une vision qui revient à une sorte de conscience du mouvement de vie. Oui. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai même accompagné des gens qui avaient fait du yoga pendant des années. Et quand on leur ramène ces trucs-là, c'est comme s'ils venaient actualiser ce qu'ils ont vécu dans le corps, parce qu'ils ont cette expérience corporelle, mais ils ne l'ont jamais amené à la cognition. C'est là que c'est vachement intéressant, en fait. Et puis, je vais vous montrer un exemple aussi assez intéressant, c'est que, vous voyez, quand on est dans la phase qui descend et la phase qui remonte, on est dans des phases qu'on va appeler de double courbe. Et le fait d'objectiver qu'il y a un truc qui meurt et un truc qui naît, ça évite que ceux qui se précipitent toujours dans l'action, ça leur évite de ne pas faire leur deuil, d'accord, ou de quitter des espaces ou de quitter des projets un peu sous forme terre brûlée. Et ça permet d'objectiver parce que ces moments de double courbe, c'est des moments qui sont très fatigants, d'accord. C'est des moments de transformation très fatigants qui viennent. C'est même des choses qui viennent s'incarner très fort dans la matière. Il y a beaucoup, la matière est fatiguée, elle est souvent tendue. Et c'est important pour moi de les objectiver. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est l'art de la navigation, du point d'appui, qui va nous faire sortir d'une vision linéaire du mouvement, des projets, des organisations, des individus. Je vais vous montrer autre chose. Qui est que, donc, on l'a compris, il y a une première dimension qui est la raison d'être, qui est le truc un peu magique qui nous tire, d'accord, qui se révèle à nous à mesure qu'on avance. Donc, pour pouvoir aller vers de l'action concrète, on va avoir besoin, à partir de la raison d'être, on va avoir un premier niveau qui va être le niveau stratégique. Le niveau stratégique, il va prendre en considération le passé et le futur qui vient à nous. Probablement déjà là. Et ce futur stratégique, ça va être les grandes directions, les valeurs qui vont commencer à matérialiser notre raison d'être ici dans notre contexte. OK. Derrière ça, on va avoir un autre niveau qui va être le niveau organisationnel qui va aligner, qui va lui tenir compte du présent et du futur et qui va s'aligner avec le stratégique. Le niveau organisationnel, c'est comment je découpe mon stratégique pour commencer à avoir des grandes fonctions, des grands espaces, des grands cercles, voyez, pour commencer à rendre possible mon stratégique. Et puis derrière, je vais avoir un niveau opérationnel, d'accord, qui lui va être dans le présent, ça va être les tâches, ça va être le qui, le quoi, le comment, et il va y avoir un enjeu pour les organisations et pour les projets à aligner ces trois dimensions. D'accord. Et quand ça, ce n'est pas aligné, les gens le disent, ça manque de sens. Parce que comme on est plutôt des machines à détecter le bullshit dans l'action, les gens le disent assez rapidement, ça manque de sens. Donc en fait, il y a un enjeu à aligner ces trois cadres parce que sinon, en fait, l'action, elle commence à devenir un peu erratique et en fait, l'action, elle commence à se perdre. Et j'en veux pour preuve, je suis en train d'accompagner en ce moment une organisation et je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai des gens qui doivent être au niveau stratégique, qui passent leur temps à aller expliquer au niveau opérationnel ce que font les gens, ce que doivent faire les gens. Et en fait, quand je creuse pourquoi ils sont là, c'est bêtement qu'ils ont une difficulté où ils disent le management intermédiaire n'a pas compris le sens des routines opérationnelles. Donc, en fait, eux, plutôt que d'apprendre à faire, ils préfèrent aller faire directement. Et donc, ils sont postés tous les matins dans les lancements, c'est de la production, dans les lancements de production, où en fait, ils conseillent le niveau opérationnel. Et ça a plein d'impact sur la capacité, sur les flux de communication dans l'organisation. Je vais vous les montrer dans le temps maintenant, ces courbes. Donc, on a toujours la raison d'être, qui est ce petit truc un peu intemporel.
La courbe stratégique, elle, ça va être une boucle long terme. D'accord? Là où le niveau organisationnel va s'organiser exactement de la même manière, va être des boucles plus court terme. D'accord? Ou plutôt moyen terme. Et là où l'opérationnel va vraiment lui être très ponctuel. Et en fait, interroger notre action de cette manière-là va nous permettre de réconcilier le temps long et le temps court. Et ça va permettre aussi d'avoir un organisationnel qui, à mesure qu'on avance, va pouvoir intégrer un niveau de complexité croissant, fort de l'apprentissage de tout ce qu'on aura fait au préalable. Donc, en fait, je vais avancer de proche en proche. Alors, c'est très proche de l'agile, voilà, mais c'est un agile qui devient organique. D'ailleurs, moi, j'ai accompagné des coachs agiles avec ces outils-là, et quand les problèmes devenaient très complexes, ils trouvaient ces outils assez intéressants parce que ça venait répondre à des questions qui se posaient. Donc, l'idée, ça va être d'articuler, de faire dialoguer les différents plans, et ça va me donner une grande conscience de où j'en suis à quel endroit. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un organisationnel qui est en train de se périmer, et alors que je suis encore en croissance ou dans mon stratégique, ce qui peut m'indiquer que j'ai à venir revisiter mon organisationnel, voyez, ou alors est-ce que je vais piloter par l'opérationnel? Et là, on rentre dans cette notion de pilotage. Voilà. Là où ça va être aussi intéressant, c'est que vous allez avoir dans une organisation, et ça je l'ai vécu, certaines personnes qui vont être très tôt dans la courbe, et par exemple le dirigeant qui lui a absolument besoin d'avoir une stratégie très élaborée, mais en fait son organisation n'est pas encore à cet endroit-là. Donc en fait, de représenter les choses comme ça va permettre de se rendre compte des conflits dans l'organisation, juste parce que les gens ne regardent pas au même endroit du temps. D'accord? Et ça va permettre d'amener des capacités de médiation. Moi, j'ai une personne que j'accompagne, que je supervise, qui récemment a fait une médiation de gens qui parlaient exactement de la même chose. C'est juste qu'ils n'avaient pas les yeux au même endroit du temps. Oui. Et donc, elle leur a juste montré ça. Et les gens, bon, voilà, c'était assez étonnant. De la même manière, vous allez avoir des gens en organisation qui vont parler en stratégique, là où d'autres vont parler en opérationnel. Et ceux-là, si jamais on les laisse parler entre eux, potentiellement, ils ne sont pas d'accord, ils sont en conflit. Donc, ça va aussi nous amener une capacité de médiation et de refaire discuter les différents niveaux logiques. Voilà. Et puis, c'est toujours cette idée de garder une présence, parce qu'en fait, cette conscience de où j'en suis dans mon mouvement m'amène une présence à mon propre mouvement. Voilà. Il y a une chose aussi qui m'amuse, moi, avec ce modèle, c'est que quand vous introduisez ça en organisation, moi qui ai fait beaucoup d'engagement et de transformation culturelle, chaque fois qu'il y a une réorg, les gens disent « ça y est, ça leur reprend, ils refont une réorg ». Mais comme là, l'organisationnel, il vient au service d'un stratégique, d'accord? Et comme on est conscient des mouvements, ça veut dire qu'on est capable de donner du sens à notre organisation. Donc, en plus, la réorganisation n'est plus le fait du prince ou une nouvelle lubie, c'est quelque chose qui vient être au service du mouvement de l'organisation dans le contexte, qu'il soit intérieur ou extérieur. Oui. Donc, si je fais court, 4 phases, d'accord? Anticipé, innovant, valide, obsolète. 4 dimensions, symbolique, stratégique, organisationnelle, opérationnelle, d'accord? Et en fait, des mouvements et des temporalités. Je vais vous le montrer, du coup, parce que là où je trouve intéressant, c'est qu'il y a 2 enjeux à ça. Il y a un premier enjeu qui est… Alors oui, voilà, donc ce slide-là, c'est si vous avez envie de repartir sur une nouvelle boucle stratégique, vous pouvez. Typiquement, je ne sais pas, il vous arrive une pandémie, tout le monde est confiné, votre business model est en train de se casser la figure, il est possible que ça vienne vous chercher au niveau stratégique et que vous n'ayez pas à piloter au niveau opérationnel. Oui. Voilà. Ça aussi, je le développerai tout à l'heure, mais il y a vraiment un intérêt à comprendre à quel endroit est-ce que j'ai besoin de bifurquer. Est-ce que j'ai besoin de bifurquer au niveau stratégique? Est-ce que j'ai besoin de remettre à jour ma raison d'être? Est-ce que j'ai besoin de bifurquer au niveau organisationnel? Ou est-ce que j'ai besoin de bifurquer au niveau opérationnel? Voilà. Du coup,
Il y a un enjeu, donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque endroit, on va poser des objectifs stratégiques et des résultats attendus, lesquels vont avoir des temporalités, parce que je ne suis pas sur les mêmes échelles de temps. Donc, il va y avoir un enjeu temporel, c'est où je me situe dans les courbes et comment j'aligne les dimensions de l'action pour que cela ait du sens. Et on voit bien, en fait, qu'on est en train de surfer. Oui. Et puis, je vais avoir un autre enjeu, qui va être un enjeu organisationnel et spatial, parce que dans les organisations, ces différentes dimensions, eh bien, ça va être des espaces de l'organisation. Donc, je vais avoir un enjeu organisationnel et spatial, et en fait, ça va me mettre à jour, et en particulier, ça va mettre à jour à l'organisation, le fait qu'ils ont besoin des instances de chaque niveau et qu'on a besoin que ces niveaux discutent. Oui. Donc, en fait, ça va nous amener, ça va aussi acculturer l'organisation à la notion de gouvernance et de gouvernance vivante. Puisque comme ils rentrent dans cette notion de pilotage stratégique, ils vont rapidement se rendre compte qu'ils ont besoin d'une gouvernance qui a besoin d'être vivante avec des flux de communication. Et là où ça va être intéressant pour nous qui sommes accompagnateurs, c'est qu'on va pouvoir regarder les patterns. On va regarder certains patterns et en fait, on va se rendre compte de comment chaque niveau, déjà, le fait de les objectiver est déjà une première chose, mais après, comment ils sont incarnés par les gens. Et donc, on va se rendre compte, je reprends mon cas, quand vous avez des gens qui devraient être au niveau stratégique et qui passent leur temps à aller discuter, à expliquer au niveau opérationnel comment faire, eh bien, en fait, ils sont en train d'écraser tout le truc et ils se privent de manière complètement implicite du fait que les gens du niveau opérationnel lèvent la main pour dire ça ne marche pas, posent des questions, osent proposer. Donc, en fait, ça, moi, je l'ai vu. On va pouvoir observer comment chaque niveau est objectivé ou non, comment il est incarné, comment la personne qui l'incarne achète émotionnellement et intellectuellement la manière dont il est objectivé, et comment, après, c'est incarné, comment il vient se posturer dans l'organisation. Donc, ça va nous permettre, derrière, de venir émettre des hypothèses, parce que moi, je n'aime pas avoir raison, mais émettre des hypothèses sur, tiens, j'ai vu ça. Je questionne l'utilité. Et c'est là, par exemple, que récemment, je me suis rendu compte que dans une organisation, une personne qui était vraiment très, 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 très éminemment bon, et bien en fait, sa crainte, il venait à cet endroit-là parce que il se rendait compte que les routines du quotidien manquaient de sens et il interrogeait le fait que les gens aient compris le sens. Et ça a été super intéressant parce que comme c'était une organisation où ils avaient une culture les gens commençaient par l'opérationnel, donc ils avaient une grande culture technique commune et ils remontaient. En fait, ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y avait des deuils qui n'avaient pas été faits et des nouveaux rôles qui n'avaient jamais été embrassés et ils n'étaient jamais passés de faire à savoir-faire, à savoir-faire faire. Oui. Ils n'avaient jamais fait individuellement ce chemin parce qu'eux, ils étaient montés dans l'organisation, mais je dirais, le chemin du lien à leur propre rôle n'avait jamais évolué. C'est très intéressant à voir. Et du coup, donc il y a un accompagnement de ces gens-là sur, OK, comment derrière on va permettre de générer du sens autour des routines et ils commencent à voir que s'ils font ça, eh bien, ils vont avoir beaucoup plus de temps pour regarder dans le long terme au niveau stratégique et donc en fait pour faire ce qu'ils ont à faire et ils sont en souffrance en ce moment-là. Oui. Donc en fait, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ce webinaire parce que ce que j'aime, c'est que ça, c'est des modèles qui parlent énormément à des gens qui sont dans l'action parce que ça permet d'objectiver des patterns et d'interroger aussi les patterns parce qu'il ne s'agit pas pour moi de raconter ce qui est vrai, mais de créer des espaces de résonance où les gens peuvent venir interroger leurs pratiques et interroger comment ils incarnent les choses au quotidien. Voilà. Donc, à partir de ça, c'est très intéressant parce qu'on va trouver des patterns et puis on va commencer à amener les gens à avoir une réflexion sur quelle gouvernance on met en place. Parce que les rôles vont commencer à émerger. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, moi, ce qui m'amuse, c'est que quand je fais travailler les gens sur retravailler le fonctionnel et l'organisationnel, c'est la même chose. En fait, c'est la gouvernance qui émerge. Moi, je peux vous dire, quand j'ai fait ce travail-là sur mon activité, j'ai mes cercles, alors je suis tout seul, mais j'ai mes cercles qui ont émergé tout seuls. C'est très intéressant à voir. En fait. L'organisationnel nous fait émerger
la gouvernance. Du coup, moi, ça a changé aussi ma manière de travailler, c'est que je ne travaille plus sur j'implante une gouvernance, mais je travaille sur les mouvements d'organisation. Et pour répondre aux mouvements stratégiques de l'organisation, on vient implanter la gouvernance qui va. Voilà. Il y a une chose aussi intéressante qui m'est arrivée récemment, c'est que j'accompagne une structure en transformation, mais qui est en transformation un peu sous la pression. Ouais, il y a une grosse… voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que préparer les dirigeants, à un moment donné, ils étaient trop en tension, donc on a refait on a fait un séminaire et préparer les décideurs sur ces modèles-là. Ils ont commencé à intégrer le fait que leur place était au niveau symbolique et stratégique, d'accord? Et en fait, que chaque niveau correspondait à où est-ce que je regarde dans le temps. Et en fait, ça a fait que dans le séminaire, quand les gens au niveau opérationnel ont émis des doutes qui étaient sur du temps long, sur comment on va garder l'unicité de la structure, ben ça veut dire que les décideurs ont été capables d'entendre et on a pu passer des contrats entre l'opérationnel et le stratégique, d'accord, entre les gens sur le terrain et les gens qui étaient un peu plus les décideurs. On a pu passer des contrats on est inquiet pour ça et ça, il faut le protéger. Et donc du coup, on avait des gens qui étaient les directeurs et le président qui ont pu dire, ah ben donc, ça veut dire qu'on va continuer à communiquer sur l'avancée là-dessus. Et donc, ça a beaucoup rassuré tout le monde sur le fait que notre demande a été entendue, elle a été validée. Et ça a aussi permis des fois au président et au directeur de dire, mais ça, on ne sait pas faire. Et en fait, mine de rien, d'objectiver ça a beaucoup aidé dans les transformations. Du coup, un petit zoom sur le pilotage. Donc, choisir le bon moment est un art, parce qu'on a des événements extérieurs ou intérieurs, on a des moments de tension, des pertes de repères, on va avoir une perte du mouvement. La méthode agile va avoir un peu plus des rituels périodiques. Là, on va avoir ça, mais à mon sens, dans des grands moments de complexité, c'est là que le paradigme d'Ariane est assez utile. Donc, pour moi, choisir le bon outil, le bon objectif, la bonne porte d'entrée en est une autre. Et quand je dis le bon objectif, ça va être aussi quelle dimension du système on vient évaluer. D'accord ? Est-ce que je viens évaluer du petit, du grand ? Est-ce que je viens évaluer au niveau organisationnel, stratégique, opérationnel ? Il y a vraiment pour moi, c'est une acculturation au pilotage dynamique, parce que la finesse du pilotage dynamique se trouve à cet endroit-là. Donc, du coup, moi, je dirais que quand les avancées sont plutôt constantes, on peut piloter sur les résultats attendus et réajuster. Okay. Mais ce que j'aime bien avec Ariane, c'est qu'ils ont introduit des résultats supplémentaires. Ils ont parlé des résultats non attendus, des résultats non attendus atteints. Donc, ça, c'est l'opportunité qu'on a saisie, on ne savait pas quelle y serait. Et des résultats non attendus, non atteints. Donc, ça, c'est l'espèce d'opportunité où je me dis, tiens, ça serait vachement intéressant de me diriger par là parce que ça aurait du sens. Et souvent, cette opportunité, elle va aussi venir enrichir le sens. Vous voyez, si je ne sais pas, je me rends compte que j'ai des gens qui ont travaillé sur telle expertise et qu'on commence à avoir presque de la R&D qui émerge. Ça va être un résultat non attendu, non atteint. Mais du coup, peut-être que ce n'était pas prévu au niveau stratégique que de faire une démarche de production de savoir. Et peut-être que ça va venir enrichir cette opportunité-là sur un temps long, ça va venir enrichir le stratégique. Vous voyez, et enrichir cette dimension de « Ah tiens, si on faisait un petit peu de recherche ou si on allait vers de la recherche. » Et quand le niveau de complexité augmente, pour moi, les enjeux évoluent. Alors, c'est un peu… Il y a un petit côté comparatif, donc j'aime pas trop ça, mais pour moi, il y a besoin d'outils qui vont percevoir le contexte et les liens de manière fine. Et c'est pour ça aussi que le lien au corps est intéressant, parce qu'on a besoin de capacités perceptives. Moi, j'aime bien parler de déplier l'implié. C'est-à-dire ce qui est des fois replié dans des choses et qu'on a besoin un peu d'objectiver, de déplier l'implicite caché, ce que je ne sais pas percevoir, faire discuter les réalités et permettre l'émergence. Et des outils aussi qui puissent nous montrer le niveau impacté. Je vous donne un exemple. Je prends souvent cet exemple-là, quand la pandémie de Covid est arrivée, pour certaines entreprises, c'était la raison d'être qui était impactée, c'était la stratégie, c'était plus opérationnel. Quand je suis dans un mode un peu plus régulier, là, le niveau impacté de ma prochaine bifurcation, je vais piloter au niveau opérationnel, je vais me poser la question de c'est quoi les tâches qui viennent. Et en fait, ça, on a aussi besoin d'outils qui font ça.
Et on va y venir après, mais les navigateurs d'Ariane sont des routeurs un peu de niveau d'abstraction. C'est là qu'ils sont assez étonnants. Et des outils qui nous font revisiter nos modes de pensée. Parce que moi, je persiste à penser que les organisations sont des producteurs de pensée et de croyances. Et ce que j'aime dans les navigateurs Ariane aussi, c'est qu'en fait, ils rendent nos croyances plastiques. Ça ne veut pas dire qu'on perd notre intégrité, mais par contre, on sait adapter nos croyances sans se perdre intérieurement. Donc, je vous présente très rapidement les quatre navigateurs. Celui qu'on a vu, c'est les courbes cadres. Ouais, vous voyez, les courbes cadres, c'est les différentes temporalités qui ont pour vocation de positionner et donner du sens à l'action dans l'espace et dans le temps. Le cadran que je vous ai montré, qui est là-haut, qui est là un peu plus pour trier les informations, déplier, mettre en relation, faire émerger les mouvements, voyez, et faire émerger les mouvements d'une manière pas linéaire, mais très, 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 très émergente. Moi, quand j'ai rencontré le cadran, j'ai dit, mais alors, il y a un truc qui rend possible l'intuition que je ne sais pas nommer et la dimension rationnelle de l'action. Ça m'a vraiment fait ça. En fait. Il y a eu un truc, il y a eu un gros effect, wow effect. Ça m'a vraiment fait ça. Et alors, toute la difficulté de l'expliquer dans un webinaire. Vous voyez, voilà. La triangulation, qui est un outil qui est assez étonnant, qui va permettre de faire émerger des points de rencontre entre 3 points d'une problématique et créer des perspectives. Voilà, moi, je m'en sers beaucoup en amont d'intervention client pour arriver à identifier les perspectives qui peuvent se créer souvent entre l'objectif, le contexte et les moyens dont je dispose. C'est très, très efficace, ce travail de triangulation, et les marges, qui est un outil qui va mettre en relation des choses opposées, qui sont en apparence duales, mais en fait, ça va permettre de créer un flot entre ces dimensions duales. Et quand je le choisis, je ne sais pas, imaginons que moi, j'ai 2 espaces, un côté hyper diva et un côté hyper rigoriste, d'accord ? Et que dans telle situation, je ne sais pas me sortir de mon côté diva, eh bien, là, on va utiliser les marges dans un côté un peu plus comportemental, mais ça va me permettre de trouver le flux entre les deux et en conscience de pouvoir aller choisir dans mes marges aussi. Donc, en fait, mes extrêmes ne sont plus mes ennemis, mais je vais jouer avec un peu en conscience. Je vous donne un exemple. Donc, souvent, moi, je démarre beaucoup de choses par le cadran dynamique, le cadran d'évaluation. Et en fait, ce cadran d'évaluation va me permettre de trier les informations. Alors, je vais l'utiliser en individuel et en collectif. Il va me donner 4 mouvements, d'accord ? Et ces mouvements, ils vont venir. Alors, là, je vous ai donné un exemple qui s'était passé avec un client, c'est que ces mouvements, ils ne sont jamais forcément tous de la même granularité d'un point de vue temporel. Il y en a qui sont dans un temporel court, d'autres long, donc ils ne vont pas être au même niveau d'abstraction. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple où ces mouvements, ils seraient un peu entre le symbolique et le stratégique. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un travail où on va avoir notre stratégie, on va travailler notre niveau stratégique, on va avoir notre symbolique. Derrière, on va en descendre notre niveau opérationnel, organisationnel. Donc, vous voyez, on va travailler objectifs et résultats attendus. Derrière, on va avoir l'opérationnel. Mais en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va remonter. C'est-à-dire, à chaque niveau, on va se poser la question de comment l'opérationnel contribue à l'organisationnel et jusqu'au stratégique. Et en fait, on se rend compte d'une chose. Et en fait, c'est en particulier ce travail qui permet pour les dirigeants de comprendre qu'il y a une vraie vertu à faire discuter les niveaux. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que, je dis n'importe quoi, quand je regarde mon stratégique et que je me pose la question de comment il contribue à mon symbolique, ça vient enrichir mon symbolique. Et en fait, cette expérience-là fait que les gens vont dire « Ah, mais ouais, mais on a vraiment besoin d'avoir une gouvernance ou les flux d'infos, avec des vrais flux d'informations. » Et donc, ça amène, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ça amène une vraie réflexion sur comment je fais fluer l'information, quelle est ma posture par rapport à l'information, comment je vais accueillir, comment je vais écouter, à quel endroit je vais parler. Quand je vais aller parler à des gens qui sont sur le terrain, comment je vais me posturer. Ça amène ça, en fait, chez les dirigeants. Et de la même manière, ça va amener donc l'effet inverse qui va être que, au niveau, les managers au niveau intermédiaire vont s'autoriser à dire non, vont s'autoriser à remonter des choses. Voilà, donc ça amène beaucoup de fluidité. Et du coup, ça fait Moi, j'ai beaucoup travaillé, je pourrais vous en parler après si vous le voulez, sur le feedback
sur la culture du feedback, mais en fait, ça introduit cette nécessité que l'organisation soit un espace dialogique. Voilà. Donc, le bénéfice des navigateurs, en fait, c'est le système qui va trouver, qui va nous montrer le mouvement qui lui va. Et moi, ça m'a amené à arrêter de faire de la gestion du changement. Je fais de la mise en mouvement des systèmes. Voilà. Donc, en fait, le système, il va nous dire où est-ce qu'on vient travailler. Est-ce qu'on retravaille le stratégique, l'organisationnel, l'opérationnel, ou alors le sujet. Et moi, ce que j'ai vu, alors c'est ça qui m'amuse, c'est qu'avec ces outils, en général, les gens ressortent en disant on ne s'est jamais parlé comme ça, on ne s'est jamais écouté comme ça, et on n'est jamais été autant d'accord sur les solutions. Et donc, en fait, ce qu'il y a de rigolo, c'est que là où traditionnellement, moi, j'avais envie d'implanter de la gouvernance partagée, et bien en fait, c'est le système qui, au bon moment, disait on va retravailler la gouvernance. Et moi, ça m'amuse parce qu'en tant qu'accompagnateur, maintenant, je fais des pronostics sur par où va passer le système. Et en fait, il passe à peu près par ces endroits, mais rarement dans le sens que j'avais prédit, parce que le vivant, il est cachoteux. Et il est un peu. Il a de l'humour. Voilà. Donc, du coup, et moi, j'ai toujours vu que derrière, on va retravailler de la stratégie, des développements de capacités individuelles, de l'interrelationnel. Très souvent aussi, ils touchent du doigt le fait qu'ils ont besoin de retravailler des capacités attentionnelles. Comment je suis présent en réunion, quel tonus d'écoute je vais avoir en réunion. Et en fait, les outils les amènent à ça. Donc, du coup, ça va développer un savoir-faire et de la confiance dans la capacité à changer. Moi, j'ai vraiment des organisations, ça m'a bluffé. J'avais accompagné une organisation chez Airbus de 100 personnes pendant 15 mois. On est passé par des conflits, mais gigantesques. Ouais, un soir, j'ai cru que j'arrêtais ce métier quand même. En fait, au bout de 15 mois, moi, j'ai arrêté parce que j'ai pris un autre poste chez Airbus. Et en fait, quand ils sont rentrés en confinement, l'équipe de dirigeants m'appelait tous les uns après les autres en me disant, tu sais quoi, on a réutilisé tout ça, et puis on a revisité la gouvernance, et puis en fait, tu sais, le conflit qu'on n'arrivait pas à traiter, qui était autour de la mission et de la raison d'être. Mais en fait, on a pu le traiter parce qu'on était mûrs. Et en fait, ça veut quand même dire par rapport à la raison d'être que cette organisation, elle a mis 15 mois pour accoucher de sa raison d'être. D'accord. Alors moi, du coup, maintenant, quand les gens me disent on veut accoucher d'une raison d'être, je suis très, très tranquille sur le fait qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, le besoin émerge dans une temporalité juste, ce qui moi, m'amène maintenant à n'implanter jamais plus que la réponse aux besoins conscients. Il m'est arrivé, moi j'adore la sociocratie, il m'est arrivé de n'introduire que la notion de décision par consentement, facilitation et même pas de premier lien, d'accord, qu'il commence à dire ah, mais on aurait besoin de cadres. Il y avait un leader qui ne prenait pas sa part et du coup, on a introduit la notion de premier lien et lui, il a commencé à prendre sa part, qu'ils ont commencé à dire on pourrait garder trace de la réunion, donc on a introduit le secrétaire et qu'à un moment donné, on a introduit le second lien. Voilà. Donc en fait, ça m'amène vraiment à ne pas toujours implanter toute la méthode en intégralité. Mais c'est aussi ce que veut, moi j'ai fait beaucoup de CNV et c'est aussi ce que veut la CNV. La CNV, elle dit répondons à un besoin. C'est aussi ce que veut l'intelligence du corps, qui est de dire écoutons la demande sensible du corps et allons dans cette direction. Et en fait, ça crée la mémoire de comment faire différemment. Et pour en revenir à vos raisons d'être à vous, pour moi, accompagner, c'est un acte citoyen qui consiste à créer la mémoire d'un faire ensemble différent. Et en fait, ces navigateurs-là créent ça, une espèce d'espoir de tiens, on peut faire différemment, et tiens, on peut regarder les problématiques différemment. Voilà. Et ce qui m'amuse, moi, c'est qu'il nous amène dans une posture attentionnelle propice à l'émergence, à l'action. Et ça, c'est hyper modélisant pour le système. Et je vous le disais tout à l'heure, j'ai accompagné, moi, des transfos dans l'IT, des transfos agiles. Et en fait, j'ai utilisé le cadran pour lancer j'accompagnais des accompagnateurs de transformation. J'ai utilisé ce cadran. Et en utilisant le cadran, je me suis un peu aussi amusé à leur faire un petit temps d'introspection avec les grilles de ce que je sais faire avec les fascias. Et ce qui m'a amusé, c'est qu'une des choses qu'ils ont retirées du cadran, c'est « Ah ouais, mais il faut qu'on… » Alors, je vais vous le dire avec mes mots, il faut qu'on se posture attentionnellement différemment pour être efficace et pour aimer ce qu'on fait. Et donc, en fait, ils ont fini par me dire « Ça serait vachement bien qu'ils nous fassent une méditation hebdomadaire
Donc, en fait, on faisait en visio, c'est une équipe transnationale, on faisait en visio toutes les semaines une méditation pour lancer la semaine. Et en fait, ils trouvaient ça. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait parce qu'au bout d'un moment, ils m'ont dit on a un problème, on voudrait te demander un truc. Donc, j'ai cru qu'ils voulaient arrêter la méditation. Ils m'ont dit non, non, en fait, elle est super utile, mais notre journée où on a le plus besoin d'être précis attentionnellement, c'est le mercredi. Donc, est-ce qu'on peut déplacer la méditation au mercredi? Donc, en fait, c'est hyper modélisant pour le système parce que le système va prendre conscience de l'utilité de se posturer différemment de manière attentionnelle. Et donc, on arrive à l'intelligence du corps. Donc, du coup, les capacités attentionnelles, moi, je vous en ai listé. Durant l'action, c'est la capacité de présence à son action, la capacité à percevoir les signes faibles. Et ça, c'est dans la matière, hein, en fait. Durant l'activation, la présence à soi. En somatopsychopédagogie, on parle de posture de neutralité active, c'est-à-dire que je vais être simultanément neutre et ma part active, elle va être à. C'est pour ça que j'aime bien la notion de présence active de Johan. Et ma part active, elle va être de rester dans cette neutralité, ce qui va me permettre, et ça se traduit vraiment dans un tonus corporel et un tonus de pensée, une ouverture au point de vue de l'autre, à la nouveauté, la capacité à percevoir le contexte de manière fine, de déplier l'implié. Et aussi, ce qui se passe quand on cultive cette posture, c'est la perception des mouvements à venir. C'est-à-dire les mouvements stratégiques, on les perçoit. En fait, c'est comme si le futur venait un peu à nous. En somatopsychopédagogie, c'est le concept de l'advenir. Et moi, j'ai même mis au point, je peux même vous dire que j'ai mis au point des méditations pour rentrer en cercle, pour sentir ma présence à moi, mon lien au cercle, mon lien à l'autre et mon lien au sujet. Et on s'est amusé aussi en formation à des petits trucs comme ça. Bon, je ne le fais pas à chaque fois quand je suis dans l'industrie, ce genre de choses. Voilà. Et le bénéfice sur le long terme, c'est l'intégration d'un apprentissage perceptif réutilisable. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on parle beaucoup de l'intuition, mais en fait, quand on travaille nos capacités perceptives, on est juste en train de rendre reproductible notre intuition. Vous voyez? Et je suis embêté parce que je ne vois pas ma dernière ligne parce que j'ai un truc de WhatsApp qui le cache. Vous pouvez me la lire? Tu veux bien me la lire, Yvan, ma dernière ligne? Donc, en dessous d'intégration d'un apprentissage perceptif réutilisable, il y en a deux. Il y a développement et reproductibilité de l'intuition. Ouais. Et Tu as l'autre? cité persévérance sans effort Ouais. alliée à une capacité d'adaptation. C'est ça. En fait, c'est ça qui émerge de ces capacités attentionnelles, c'est que je crée une forme de persévérance et c'est ça que créent vraiment aussi les navigateurs Ariane. Je crée une persévérance, c'est-à-dire que c'est comme si la décision, le mouvement, il était un peu engrammé dans la matière. C'est assez mystérieux. Et je suis capable simultanément, moi je suis très mauvais à suivre des plans d'action. En fait, ça vient chez moi engrammer les directions, d'accord? Et j'ai une grande capacité d'adaptation et je me rends compte que c'est toujours très cohérent avec les directions. Et ça a un effet sur l'engagement, c'est que du coup, ça fait des engagements très justes dans les organisations. On a moins de surengagement et on a moins de sous-engagement. Et je ne sais pas l'expliquer, moi. Hein. J'ai juste constaté ça. Voilà. Je vous montre ce que j'avais trouvé dans une organisation très complexe. Donc, je me suis rendu compte que l'organisation, globalement, elle avait ça. Ces 4 niveaux. D'accord? Et ça, c'est le mouvement de l'organisation, avec ses temporalités. Il y a un premier truc qui a consisté à objectiver ces mouvements. Et déjà, c'est énorme, parce que quand les gens comprennent qu'il y a des temporalités, c'est beaucoup. Derrière ces organisations, ces niveaux, ils sont incarnés par des individus. Alors, vous voyez, mon petit individu, il a une dimension psychique avec ses différentes parts, là, en bleu, une dimension physique et une dimension comportementale. D'accord ? Et en fait, je me suis rendu compte que la manière dont c'est objectivé, la manière dont c'est incarné venaient discuter. Donc, ces individus, ils ont leur propre mouvement, puisqu'ils sont systèmes humains eux-mêmes, ils ont leur propre mouvement selon ces. Et donc, je me suis rendu compte que ça, selon que c'était objectivé, comment c'était incarné, ça venait discuter avec les collectifs, avec les équipes aux différents niveaux, qui eux-mêmes avaient leur propre mouvement. Donc, en fait, on se rend compte que ces mouvements-là discutent entre eux. Ouais. Et on se rend compte même que ça vient discuter, vous voyez, ce petit bonhomme, ça vient discuter jusque dans sa dimension psychique, physique et comportementale. Ça vient aussi discuter avec les relations interpersonnelles. Et en fait, de comprendre ça, moi, ça m'a permis déjà de comprendre comment ces mouvements influaient
dans l'organisation et d'émettre des hypothèses sur « Ah tiens, j'observe ça et il se passe ça à l'autre bout » et de venir des fois avoir des questionnements plus fins sur l'organisation de comment est-ce que vous vivez tel truc, comment est-ce que vous vivez tel truc. Toujours avec l'idée de c'est des hypothèses, je n'ai pas la réalité, je ne détiens pas la vérité. Et en fait, le fait de lire les mouvements des organisations et de leurs interactions, ça m'a permis derrière de restituer comme ça l'organisation. Et avec des populations assez scientifiques, alors est-ce que ça marcherait ailleurs, je ne sais pas, mais ça leur a de suite parlé. Ils m'ont dit que j'avais révélé l'implicite, des choses qu'ils percevaient. Et en fait, ça a ouvert une chose, ça a ouvert au fait de pouvoir ingénierer des accompagnements, de venir choisir l'endroit où je venais accompagner, la modalité. Est-ce que je fais de la formation? Est-ce que je fais de l'accompagnement? Est-ce que je fais, je dis n'importe quoi, une formation? Est-ce que je mets en place des cercles et je le fais avec la réalité du terrain? Est-ce que je vais travailler sur l'agilité émotionnelle? Est-ce que je vais travailler sur la capacité d'écoute? Je sais, vous voyez? Et ça ouvre en fait à une grande capacité d'ingénierie d'accompagnement. Et en fait, ça, c'est un peu ma passion, je dois dire. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui m'a amené vraiment à me dire, mais en fait, la dimension, alors, à ne plus vouloir faire du change management un peu linéaire, c'est venu confirmer ça, mais à vraiment faire de la mise en mouvement de système, à se poser la question de par quelle modalité je passe. Et je vais vous montrer après, c'est que ça, moi je m'étais formé à différentes choses, et y compris d'aller utiliser des outils corporels, mais plus dans un sens de, il faut que vous utilisiez le corporel, mais utiliser le corporel au moment où on en a besoin. Il y a toujours cette idée de prendre soin du système et toujours essayer de lui amener ce qui va à la fois un petit peu le décaler, mais en étant toujours très respectueux. Donc, je vous montre, du coup, parce que ça m'a amené, c'est ça qui m'a amené à l'écologie de l'action. Donc, toujours pour moi, c'est l'action qui prime. Donc, vous comprenez que le paradigme d'Ariane me permet de lire les systèmes sur une dimension stratégique avec des niveaux et voir comment ces mouvements discutent. Derrière, ça me permet de mettre en place des gouvernances, d'accord, pour venir outiller ces stratégies. Derrière, ça me permet, quand c'est nécessaire, de retravailler la dimension interrelationnelle, quand c'est toujours au service. Derrière, ça me permet aussi de retravailler la gouvernance intérieure, c'est-à-dire comment est-ce que je crée de la cohérence entre mes différentes dimensions intérieures. Alors, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez l'IFS, l'Eternal Family System. Donc, je travaille avec ça. Et en fait, ce qui est génial avec l'IFS, c'est que les gens découvrent l'intelligence collective, mais à l'intérieur de ça. Moi, la première fois où j'ai appris à faciliter un cercle, c'est quand moi j'étais en séance et que j'avais quelqu'un qui m'a fait découvrir le consentement intérieur. Et tout ça s'appuie sur l'intelligence du corps, donc avec des grilles de lecture très précises et de manière parcimonieuse, on va amener des compétences attentionnelles pour permettre des fois de débloquer des choses ou de faire avancer ou de créer les bonnes conditions. Et au final, moi je peux vous le dire, j'ai même des gens que j'ai formés qui me disent « Bon alors avant j'utilisais Ariane quand c'était très complexe, et maintenant plus ça va, plus j'utilise l'intelligence du corps. » Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en accompagnement individuel, quand j'utilise Ariane, j'ai énormément de gens qui disent « Putain, mais alors il faut que moi, je change mon rapport au corps. » Alors que je ne leur parle pas de corps quand j'écoute Ariane. Mais ça amène à réinterroger nos capacités perceptives. Donc voilà, on arrive à la conclusion du pilotage dynamique et de comment l'appliquer dans les organisations. Donc, moi, ça m'a aidé à architecturer des projets vivants de transformation et en particulier de me poser la question aussi de cette articulation individuelle collective. Moi, je commence très souvent par accompagner le dirigeant avec les cadrans, de manière déjà à ce qu'il puisse dire « ça me va » ou « ça ne me va pas ». D'accord, qui comprennent cette notion de se mettre en mouvement et que derrière, ils puissent dire « oui, je veux le répliquer » ou alors on s'arrête là. Voilà. Ce qui est aussi, là où ça change, c'est que vous voyez, avec cette idée de soin et avec cette idée aussi de fixité dans le corps, en fait, moi j'avais des gens, si j'en reviens à ce slide-là, j'avais des gens qui m'ont dit, mais en fait, tu es une sorte d'ostéo des organisations. Oui. Alors moi qui suis proche de la fasciathérapie, je préfère qu'on me dise que je suis un fasciathérapeute.
Mais il y a vraiment cette idée, et du coup, on voit une réticence, ça a changé ça aussi, c'est que les réticences sont plus vues comme des ennemis, mais comme une fixité dans le corps, et que si je la débloque, ou si jamais le système, on essaie de trouver le mouvement, eh bien, il y a un potentiel derrière. Et là aussi, l'intelligence du corps va être très utile, parce que quand on les fait bouger un petit peu et qu'ils découvrent qu'ils ont une zone qui ne bouge pas, et qu'ils découvrent qu'en fait, ça peut se débloquer avec des capacités attentionnelles particulières, eh bien, ils découvrent qu'ils peuvent traiter un système différemment. Voilà. Donc, du coup, pour moi, ça a été vraiment une pédagogie de la mise en mouvement du système humain qui m'a amené, moi, à un changement de paradigme dans l'accompagnement du changement animal. J'assume le fait de ne plus faire de change management et de vouloir mettre en mouvement les organisations, parce qu'en fait, ça m'a donné une confiance infinie dans la capacité du système à se mettre en mouvement. Au niveau sociétal, c'est autre chose, j'ai encore des questions. C'est aussi un changement de paradigme dans l'accompagnement des risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'en fait, le stress n'est plus un problème. Il est fixité. Et écouter le stress devient un acte responsable, levier de performance et d'épanouissement. Pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et ça a développé la capacité de pilotage des individus et des organisations et des collectifs. Et du coup, cette capacité de pilotage, c'est ni plus ni moins que la capacité de résilience, en fait, comme le surfeur qui sait s'adapter. Et donc, la résilience n'est plus un concept, mais quelque chose qui devient vécu. Et à ce titre-là, pour moi, c'est très important. Et moi, ça m'a même amené à créer 3 jours de formation qui s'appelle le manager résilient, en fait, où on va partager ça, où on va partager comment j'apprends à lire un contexte et à trouver les mouvements dans le contexte. Du coup, ça crée de la confiance dans la capacité à changer. Ça, c'est quand même assez merveilleux, quoi. Moi, j'avais la trouille de changer. Et moi, d'ailleurs, comme j'avais la trouille de changer, et comme j'avais été joueur de rugby, eh bien, je changeais, je rentrais dans les murs. Et là, maintenant, j'ai remis de la douceur dans mon action. De la persévérance et de la capacité d'adaptation. Et comme il y a ce lien au corps, ça crée vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, un engagement juste. D'accord ? On a beaucoup moins de surengagement. Et puis, je terminerai en vous montrant des liens revisités. C'est que ça va permettre des savoirs incarnés de revisiter les liens clés, le lien à l'action et à la performance. Le lien à sa propre action, le lien au temps, le lien à la mort de mon action ou de mon projet. Moi, je suis toujours rassuré quand des gens me disent que leurs projets peuvent mourir. Ça me crée moins de pression. Le lien aux autres et au collectif, et le lien à ses croyances et aux plasticités, et ça crée de la plasticité des croyances. Et il y a quelqu'un j'avais rencontré il y a quelques années, une collapsologue, qui me disait notre problème dans l'action, c'est notre lien au temps, et qui m'avait dit, en fait, donc en fait, ça crée une émergence d'une systémique qui est incarnée. Et elle m'avait dit, en fait, on a un problème, notre problème, c'est qu'on est soit dans l'impuissance, soit dans la toute-puissance. L'impuissance, c'est j'y arriverai jamais, le temps long me fait peur. La toute-puissance, c'est je veux tout de suite. Et ça, dans les organisations, et quand on avance un projet, on le voit, en particulier chez les gens très convaincus. Voilà. Et en fait, ça crée une voie un peu intermédiaire qui permet d'embrasser sa douce puissance. Et c'est ça le pilotage dynamique. Voilà, je vous ai partagé tout ce que je savais sur le sujet. Puis j'ai essayé de vous partager, comme on n'était pas très nombreux, je me suis autorisé à partager un peu de ma passion aussi. Ça vous va si on arrête l'enregistrement là et on rentre dans une phase de questions-réponses ?